Avant de commencer la vidéo, sachez qu'un tout nouveau concours Instant Gaming est disponible pour gagner le jeu vidéo de votre choix. Pour participer, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien en description, de rentrer le jeu vidéo de votre choix parmi une large sélection de jeux proposés et de croiser les doigts en espérant pouvoir gagner. Merci à tous et à toutes pour les participations, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir encore un petit peu plus chaque jour. Bonjour, vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des plus grands hacks de l'histoire du jeu vidéo? Pour la plupart d'entre vous, je suis quasiment sûr que oui, les jeux vidéo et les hackers, c'est une longue histoire d'amour à sens unique, qu'on nous resserre encore et encore. C'est simple, hein, il n'y a pas une année sans que la sphère jeux vidéo ne soit secouée par ce genre d'attaques. Elles sont souvent diverses et variées, elles peuvent prendre à peu près toutes les formes possibles et imaginables, ça va du piratage de serveurs pour récupérer des données personnelles et coordonnées bancaires, aux tentatives d'extraction de jeux encore en développement ou sur le point de sortir, voire même au vol d'informations internes qui souvent, si elles sont révélées, peuvent endommager la réputation ou la confiance des joueurs envers un studio ou un éditeur. D'ailleurs, pas besoin de chercher bien loin pour en trouver qui en auraient fait l'amère expérience, puisque pas plus tard qu'en 2021, c'est CD Projekt qui en aura fait les frais. Des attaques toujours plus imaginatives, dévastatrices pour qui les subit et qui souvent, en plus de mettre dans la sauce des sociétés qui brassent des dizaines voire des centaines de millions de dollars, peuvent mettre à mal bien des consommateurs de manière volontaire ou non. Oui, parce que même si techniquement on ne subit pas vraiment des vols de code source ou des leaks en avance de jeux vidéo, ça devient tout de suite moins drôle quand ces attaques finissent par perturber des services en ligne, nous empêchent de jouer à nos jeux vidéo préférés, ou pire encore, permettent aux hackers de récupérer certaines informations nous concernant. Bref, c'est un vrai champ de bataille, un champ de bataille numérique, je vous rassure, où tout est monnayable, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les plus gros hacks, ou même les plus connus, mais plutôt les plus spectaculaires. Ceux où les hackers, en plus de souvent chercher des gros sous, ont redoublé d'efforts pour être aussi dévastateur qu'efficace. Vous êtes sur Iconoclast, je suis Ico, et aujourd'hui on va voir ensemble 4 hacks du jeu vidéo. Et le tout sans même parler une seule fois du PSN. C'est pas incroyable ça? Et surtout, pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu, c'est méga important. Quand les hackers l'emportent, Titanfall. Titanfall, c'est un petit bijou offert aux joueurs courant 2014 par le studio californien essentiellement composé d'anciens de chez Infinity Ward, Respawn Entertainment. C'est un FPS exclusivement multijoueur qui a su voir les choses en grand au sens propre du terme, puisqu'il permet aux joueurs de participer à des combats mélangeant robots géants et infanterie survitaminée. Une approche peu courante qui va très vite attirer joueurs et joueuses de tout horizon, créant au passage l'une des communautés de fans les plus déterminées jamais vues dans ce genre de jeu. Un succès retentissant qui va permettre au studio d'embrayer quasi instantanément sur une suite qui sortira 2 ans plus tard, Titanfall 2. Et même si celui-ci est considéré comme un échec pour beaucoup, pour diverses raisons, dans l'ensemble, la communauté y trouvera son bonheur et les insatisfaits retourneront sur le premier opus ou vont arrêter le jeu. Les années passent, le noyau de communauté qui s'était formé autour de Titanfall va mécaniquement se réduire, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne pour tous les jeux vidéo, mais tout le monde semble heureux. Et là, c'est le drame. Rapidement, un hacker pénible bien particulier va se faire remarquer plus que les autres, un certain Ginu. Il est tout aussi toxique qu'un tricheur normal, se comporte très mal, est très agressif, hurle des trucs racistes dans les lobbies, mais surtout semble posséder une capacité différente des autres. Il semblerait qu'avec le temps, Ginu ait réussi à trouver un moyen de rejoindre de force n'importe quel lobby ou n'importe quelle partie. D'après les rumeurs, il arriverait même à arrêter net certaines sessions de jeu dans lesquelles il se trouve, à l'aide de, je cite, son arme nucléaire qui, si Ginu le souhaite, lui permet de les poursuivre toute la soirée et de réduire à néant leurs tentatives pour s'amuser, qu'ils soient d'ailleurs sur des serveurs européens ou US. Un scénario catastrophe pour Titanfall qui, face à la sourde oreille de Electronic Arts et de Respawn Entertainment, va forcer la communauté à s'organiser. Nous sommes fin 2018 et les joueurs essayent de se défendre tant bien que mal. La seule magouille trouvée pour limiter la casse étant de garder les parties en permanence pleines, en se connectant simultanément ou en utilisant des bots censés empêcher les joueurs non autorisés d'entrer sur leur partie. On est vraiment sur de la débrouille comme on peut. Sauf que voilà, Ginu, c'est un haineux de première catégorie. La simple idée qu'on puisse essayer de jouer sans lui le rend fou de rage. Et c'est avec cette rage qu'il va mettre au point l'une des attaques les plus violentes jamais imaginées dans un FPS AAA. Une attaque qui, une fois mise en place, va paralyser les serveurs pendant toute une partie de 2019, laissant aux joueurs, à chaque fois qu'ils essayent de se connecter, ce genre de message là.
Non, ah non, ce n'est pas un bug, et encore moins un problème de connexion, c'est tout simplement Ginu qui venait d'automatiser sa bombe atomique. Alors, je vous explique. Initialement, pour pouvoir mettre fin à une partie, notre hacker devait absolument avoir accès à celle-ci. Et chaque crash était provoqué manuellement, à l'aide de comptes secondaires qui, d'après les rumeurs, abusaient d'une faille de non-limite de caractère dans les pseudos, gavant les serveurs d'information. Ginu ne pouvant pas être dans toutes les parties à la fois, ses attaques étaient donc physiquement limitées. Enfin, ça, c'était avant l'automatisation de ce système qui, à l'aide d'un seul PC et d'un script, permettait aux hackers de connecter ses comptes à tous les serveurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Titanfall 1 n'allait pas bien, les joueurs non plus, et tout le monde s'en foutait un petit peu au fond. À ce stade, Titanfall a plus de 5 ans, il y a une suite, et le studio a lui-même totalement tourné la page avec Apex Legends. Forcément, les déboires de quelques milliers de joueurs sur un jeu abandonné, ça n'intéressait pas grand monde. Et puis mince quoi, mais grandissez un petit peu, je sais pas moi, jouer à Titanfall 2. Mauvaise idée les amis, puisque tels des enfants teigneux qui viennent de casser leurs jouets et qui partent en chercher d'autres, Ginu et sa petite équipe étaient sur le point de s'en prendre à Titanfall 2. La technique est assez similaire, on a une invasion de lobby pour y jouer en trichant, de la haine, des insultes et bien entendu, quand le monsieur en avait marre de jouer avec les nerfs des gens, crash forcé. Seule différence ici, les hackers ne semblent plus pouvoir DOS les serveurs comme ils l'avaient déjà fait sur Titanfall premier du nom. Un retour forcé à la technique manuelle qui les pousse à essayer de varier les plaisirs, comme par exemple en se focalisant sur les streamers, les poursuivant et les empêchant de jouer, tout en profitant pour bien rappeler que Ginu c'est le dieu de Titanfall et qu'on peut jouer que s'il le veut bien. Ah, wow, Ginu, you know what? You're so generous for the follow. Oh, wait a minute, hold up. Okay, so for context, I've just pissed off the guy that's DDoSing everyone, and now he's gonna blacklist me. Une dictature numérique qui ne va pas faire bouger ni Electronic Arts ni Respawn Entertainment, en tout cas jusqu'à ce qu'on les force à réagir. On est le 4 juillet 2021 et des joueurs piratent les serveurs d'Apex Legends pour le rendre injouable avec, cerise sur le gâteau, une jolie banderole renvoyant sur le site savetitanfall.com. Mis en place par TF Remnant Fleet, l'une des plus grosses communautés de Titanfall est censée sensibiliser les joueurs du monde entier tout en démontrant l'inaction du studio. On y apprend entre autres tout ce qu'on a déjà pu aborder jusqu'à maintenant, mais surtout, le site accuse EA et Respawn Entertainment de vendre un jeu depuis des années qu'ils savent non fonctionnel à cause des hackers. Le jeu est mis en avant dans des boutiques numériques, souvent même en promotion, mais à aucun moment, qui que ce soit n'a souligné que ce jeu uniquement multijoueur n'en avait juste plus. Malgré tout ça, il faudra attendre décembre 2021 pour que Respawn Entertainment prenne enfin la décision de retirer Titanfall 1 des boutiques en ligne début 2022. Bon, c'est vrai que c'est cool de faire la poussière après le putsch organisé par Save Titanfall, hein, mais c'est surtout un énorme aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse, oui, mais aussi un énorme doigt d'honneur à toutes celles et ceux qui espéraient que le online du jeu soit réparé. Même si le message qui accompagne cette annonce semble transpirer l'amour pour cette franchise, qui, je cite, fait partie de l'ADN du studio, c'est surtout la confirmation qu'ils n'ont aucun moyen d'arrêter tout ça. Le message est clair, il est hors de question de perdre du temps ou de l'argent sur un jeu qui ne se vend plus. Une fin faussement joyeuse pour cette histoire, qui, si on le regarde de plus près, n'est qu'un peu de poudre aux yeux. Certes, les serveurs vont rester actifs après le retrait des jeux des plateformes, mais il suffit de se balader sur les forums et d'essayer de lancer Titanfall 1 et 2 pour comprendre que sur PC, il en reste plus grand chose. Et tout ça à cause d'un hacker qui a dédié toutes ces années de sa vie à s'en prendre à une communauté de joueurs bien spécifique. Et bien évidemment sans jamais savoir qui pouvait se cacher derrière ce fameux Ginu, malgré les tentatives de chasse aux sorcières. Depuis 2022, une dernière lueur d'espoir brille à travers certains projets, comme North Stars, un client fait maison censé permettre aux joueurs d'héberger leur propre partie, sans que, étonnamment, Electronic Arts ou Respawn Entertainment ne réagissent. Habituellement toujours promptes à faire valoir leurs droits, ces derniers semblent laisser vivre cette initiative. Apex Legends, ça marche très bien, et attirer l'attention de la justice en se plaignant de ces attaques, ce serait au fond juste s'exposer pour pas grand chose. Ah bah c'est sûr qu'admettre que pendant des années t'as vendu des jeux que tu savais injouables car tu les as volontairement laissés aux mains de hackers, ça le fout mal. Du coup, on ne dit rien et on laisse les joueurs se débrouiller. En tout cas, force à la communauté Titanfall, on croise les doigts pour vous et j'espère que 9 Stars va vous sortir un petit peu de ce marasme-là. Excès de confiance et multinationale japonaise, Nintendo contre Ryan Rocks.
Normalement, vous connaissez tous Nintendo. C'est une société qui n'a assurément plus rien à prouver et qui, au fil des décennies, a su développer un écosystème très personnel autour de son image, mais aussi dans les créations de ses jeux vidéo ou consoles. Une recette gagnante qui va réussir à fédérer des générations de joueurs autour de plusieurs franchises iconiques, une position forte qui, sur toute son existence, a bien entendu déjà mis Big N dans des situations, on va dire, embêtantes. Les exemples sont nombreux et pas besoin de chercher longtemps pour trouver des cas où Nintendo a traîné en justice des personnes de manière assez sauvage. Ah non, mais chez Nintendo, on est des gens très nerveux, du genre à te rendre les coups que t'as donnés, mais genre avec 15 coups d'avance, histoire que tu restes bien au sol. On parle quand même d'une société qui est capable de punir toute l'Australie à cause d'un seul énergumène, une ligne de conduite extrême qui, malheureusement pour certains, va souvent les mettre en opposition avec bon nombre de fans, pas spécialement mal intentionnés. Mais je vous rassure tout de suite, puisque le cas qui nous intéresse ici est bel et bien un acte malveillant, qui à lui seul a réussi à réunir dans la même phrase « impressionnant et totalement idiot ». Nous sommes en 2016 et un adolescent de la petite ville de Palmdale, en Californie, décide qu'il serait plutôt cool de passer de l'autre côté du miroir, la zone sombre. Le jeune joueur, âgé de 16 ans à l'époque, se débrouille plutôt bien avec un ordinateur entre les mains, montre une certaine fascination pour tout ce qui touche au piratage et a même déjà une cible, figurez-vous. Nintendo. Pour arriver à ses fins, son plan est plutôt simple, il doit se faire accepter directement par la firme dans leur programme officiel de développeur. Il s'agit d'un programme initialement mis en place pour aider les studios et les indépendants à produire et répertorier leurs jeux sur les supports Nintendo tout en échangeant un petit peu plus facilement avec eux. Et aussi étrange que ça puisse paraître, ça a fonctionné. Nintendo a autorisé Ryan Hernandez, 16 ans, à accéder à la partie privée de leurs ressources développeurs sur leur base de données. Ni une ni deux, Ryan explore. Il met la main sur diverses informations en lien avec des projets autour de la Wii U et de la 3DS et va évidemment s'empresser de les diffuser un petit peu partout sur internet. Problème, Nintendo va très rapidement s'en rendre compte, mais surtout va faire le lien sans trop d'efforts entre l'IP qu'il utilise sur le portail des développeurs et l'adresse IP utilisée pour partager ces informations. Bref, Ryan n'a clairement pas joué la sécurité sur ce coup-là, mais grâce à son jeune âge, il s'en sortira grâce à un simple coup de semonce. Tout ça aurait pu signer la fin de cette histoire, parce qu'après tout, pour n'importe qui, quand tu prends des coups de pression d'une multinationale, en général, tu fais moins le malin. Mais pas pour Hernandez, oh non. À peine un mois plus tard, le Californien remet le couvert. Il réussit même à récupérer un accès administrateur sur certains des serveurs de Nintendo. Pour en arriver là, il utilise la technique du plus c'est gros et plus ça passe, passant encore par le portail des développeurs pour convaincre un employé de Nintendo de répondre à une demande d'aide sur un forum officiel via son lien. Bien entendu, il en profitera pour récupérer les identifiants lorsque celui-ci se connectera. Bref, vous l'avez compris, c'est du phishing pur et dur. À partir de là, celui-ci avait un accès direct au serveur en tant qu'employé, a pu pirater et récupérer un pass administrateur qui, cette fois-ci, lui donnera accès à des informations bien plus sensibles, comme, à tout hasard, les caractéristiques d'une certaine Nintendo Switch, qu'il va s'empresser de partager. Le tout, et là, attention parce que c'est technique, en utilisant la même adresse IP que la première fois via un Discord portant son prénom et d'un compte Twitter nommé Ryan Rocks ou Ryan Déchire en français. Encore une fois, sans vraiment de difficulté, Nintendo va remonter jusqu'à lui et malgré cette rechute express et l'importance des données révélées, arrivera encore à s'en sortir, promettant cette fois-ci face à ses parents et à des agents du FBI présents dans sa cuisine qu'il mettra fin à ses actions malveillantes envers Nintendo et qu'il comprend les conséquences potentielles de ce genre d'activité, avant de tweeter ça quelques jours plus tard, en prenant bien la peine de tag Nintendo of America. Bon, c'est clairement jouer avec le feu, mais dans les faits, y a rien de vraiment illégal, En revanche, ce qui est bel et bien illégal, ce sont les multiples intrusions que Ryan va commettre de 2018 à 2019, en visant encore une fois Nintendo, future sortie de jeux, planning, fonctionnement du réseau de distribution de contenu sur Switch, mais surtout partage d'informations ayant ouvert la voie à bien d'autres hackers / bricoleurs à travers le réseau ou matériel de Nintendo. La vanne de trop pour le géant japonais et des preuves supplémentaires pour le FBI qui cette fois-ci va revenir avec un mandat de perquisition leur donnant droit à récupérer tout le matériel de Ryan. Matériel dans lequel sera découvert des milliers de fichiers confidentiels liés à Nintendo et confirmant, sans vraiment surprendre qui que ce soit ici, qu'Hernandez n'avait pas tenu sa promesse. Ce qui a surpris par contre, c'est les milliers de fichiers pédopornographiques qui, d'après le département de justice de Washington, étaient à peine dissimulés dans un dossier intitulé Bad Stuff.
Sacré Ryan, hein, un cocktail pour le moins déroutant face auquel le hacker, maintenant âgé de 21 ans, va plaider coupable, écopant fin 2020 de 3 ans de prison ferme, suivi de 7 ans de liberté surveillée, une inscription au fichier des délinquants sexuels et pour finir bien entendu, 259 323 $ de dommages et intérêts à l'encontre de Nintendo. Une victoire de Big N et très certainement une victoire aussi pour tous les enfants du comté, mais qui cependant n'efface en rien qu'une des sociétés les plus lucratives du Japon ait été piratée à la chaîne par un ado hacker qui pourtant ne se souciait pas vraiment du concept même d'adresse IP. C'est pas très rassurant pour nos données tout ça. La corne d'abondance d'EA, FIFA 2013, 2014 et 2015. EA, oui je sais, encore, c'est une machine à billets bien huilée et bien nourrie à coups de FIFA, Madden et autres Sims boostés aux microtransactions éhontées. Une machine à sous qui au fil des années a inévitablement attiré plusieurs personnes bien déterminées à essayer de se tailler une petite part dans cet immense gâteau en or massif. C'est le cas de 4 copains états-uniens qui en l'espace de quelques années ont réussi à construire un énorme empire du crime et de l'argent numérique dans FIFA. Célèbre jeu de football et leader du genre depuis un bail, FIFA est un jeu qui déchaîne les passions, peu importe le support. Toutes les meilleures équipes du monde dans le creux de vos mains pour des parties standards ou à travers des matchs en ligne. Mais ce qui plaît par-dessus tout, vous l'aurez peut-être deviné, c'est bien entendu la FIFA Ultimate Team, un mode de jeu permettant aux joueurs de composer leurs propres équipes via un système de packs à ouvrir avec une bonne grosse dose de RNG, on va pas se mentir. Soit vous jouez quotidiennement pour farmer ces packs, soit vous sortez la carte bleue. On est sur un système bien connu dans le jeu vidéo, mais surtout quelque chose qui on le sait marche déjà très bien. Anthony Clark, Ricky Miller, Nick Castellucci et Ethan Sver, des hackers pas si en herbe que ça l'ont bien compris et comptent bien essayer d'en tirer profit d'une manière ou d'une autre. Et ils ont déjà leur petite idée. Va donc débuter une petite aventure où les comparses vont se mettre à tester les défenses des serveurs en quête d'une faille qui, ils l'espèrent, leur permettrait de récupérer un maximum de ce que nous appellerons ici des FIFA Coins, une monnaie spéciale distribuée aux joueurs en guise de récompense et qui justement permet d'acheter les fameux packs. Le seul problème, c'est que ce genre de points arrive au compte-gouttes. Par chance, et surtout on l'imagine par pas mal de nuits blanches, ils parviennent à trouver la solution. Pour gagner des points, il suffit de devenir les joueurs les plus rapides du monde. Pas en jouant bien entendu, mais bien en faisant croire aux serveurs grâce à un logiciel de leur cru qui sont en train d'enchaîner partie sur partie à une vitesse absolument folle. Et en à peine quelques secondes, ce sont des milliers de matchs qui sont joués, des dizaines de milliers de buts, des défaites, des victoires et des FIFA Coins qui s'accumulent sur les comptes des hackers. Ne leur restait plus qu'à transmettre ces points à des sites de revente tiers peu scrupuleux qui eux-mêmes les vendaient à prix réduit à des joueurs, transformant de manière très officielle les 4 amis en les plus gros producteurs de monnaie virtuelle sur FIFA après EA. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant parce que pour n'importe quelle histoire de hacker, la plupart du temps, c'est des gens qui vont essayer de se cacher de leurs méfaits. Ils ont conscience de faire quelque chose de pas très bien et en général, c'est compliqué d'en entendre parler. C'était pas le cas pour eux, surtout du cas de Anthony Clark qui aura un comportement pour le moins singulier. Pendant 3 ans, le petit groupe a fait tourner leur petite affaire à plein régime à travers une société, tout ce qu'il y a de plus légal, une société qui déclarait ses revenus et payait ses impôts. Pour eux, enfin du moins pour Clark, l'un des hackers, tout était normal. Après tout, si EA ne réagissait pas et laissait leur compte personnel FIFA brasser des quantités astronomiques de points sans les bannir, c'est qu'il n'y avait rien d'illégal. C'est toujours maxi illégal en fait. Du moins, c'est les signaux qui leur ont été envoyés quand le 17 septembre 2015, ils ont été réveillés par le doux son de la multi-perquisition. Voitures flambant neuves et ou de luxe, millions de dollars en cash éparpillés un petit peu partout, plusieurs autres millions sur des dizaines de comptes en banque, matériel informatique à plus trop quoi savoir en faire, terrains et maisons, autant de biens acquis grâce aux recels qui seront saisis par les fédéraux. Les accusations sont graves, les 4 co-accusés auraient de 2013 à 2015 touché entre 15 et 18 millions de dollars minimum en envahissant le marché noir à l'aide de sites partenaires en Chine et en Europe. Le préjudice serait immense, on retrouve même des liens avec d'autres groupes de hackers dont on en avait déjà parlé sur une précédente vidéo, le Xbox Underground. Et face aux preuves irréfutables, Ricky Miller, Nick Castellucci et Easton Sver plaideront coupables et vont recevoir des peines de probation ainsi qu'une amende de 3,5 millions de dollars de dédommagement pour Electronic Arts et Microsoft. Clark de son côté, toujours persuadé de ne rien avoir fait de mal, va clamer son innocence et sera condamné coupable en novembre 2016 de fraude par fil
et de complot en vue de commettre une fraude par fil, risquant à ce stade, ayant plaidé non coupable, jusqu'à 20 ans de prison et 250 000 $ d'amende. Malheureusement pour lui, il ne verra absolument jamais la fin de son procès. Alors que l'audience censée déterminer la peine du hacker avait été repoussée pour avril 2017, Anthony Clark, jeune homme décrit par tous ses proches comme un grand enfant qui avait tout fait pour aider sa famille, sera retrouvé inanimé chez lui, ayant visiblement succombé à un mélange mortel de médicaments et d'alcool, suite à une fête trop arrosée alors qu'il était sous traitement. Les poursuites seront en toute logique des choses abandonnées et l'amende de 250 000 $ prélevée sur les comptes de son fils restituée à la mère de Clark. Une bien maigre consolation pour la famille qui cependant, et je pense que c'est important de le préciser, s'est empressé d'écarter toute théorie d'un geste lié au désespoir. Anthony croyait dur comme fer en son innocence, pour lui tout ça n'était qu'un malentendu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'avait jamais caché son activité. Le seul crime de Clark était d'être trop intelligent pour son propre bien. Et c'est sur cette note terrible que va se clore l'affaire des hackers de monnaie virtuelle, qui en plus d'avoir réussi à créer un empire au nez à la barbe d'Electronic Arts, ont réussi à se faire surnommer les manias du FIFA Coin. Des hackers partout, Minecraft. L'univers cubique Minecraft n'a eu de cesse de battre tous les records. Bêta dépassant les millions de joueurs, second jeu le plus vendu de tous les temps juste derrière Tetris, 600 millions d'utilisateurs enregistrés, et depuis peu le cap du billion de vues sur YouTube. C'est une machine de guerre du jeu vidéo qui à elle seule a généré des milliards de dollars de bénéfices nets. Une population si importante que le jeu va s'en trouver profondément transformé au contact des joueurs, lesquels vont se faire une joie de décliner le jeu sous toutes les formes possibles de règles, du PVP au roleplay. Une diversité d'intérêts et de genres qui vont donner naissance à une multitude de serveurs communautaires. Certains deviendront iconiques, voire légendaires dans le lore de Minecraft, et d'autres seront si peuplés qu'ils iront jusqu'à développer des systèmes économiques en jeu, étroitement liés à des boutiques en ligne qui elles-mêmes offrent cosmétiques, objets ou privilèges contre de l'argent quant à lui bien réel. Ça, c'est un point très important parce que je vous invite à le garder bien en tête, ça va nous servir plus tard. Nous sommes en février 2020 et une bonne partie de la communauté Minecraft est sur le point de vivre une très mauvaise semaine à base de déconnexions intempestives. Puisqu'alors que bien des serveurs étaient pleins de joueurs en quête d'aventure, d'enchantement ou même de combat, quelque chose d'étrange va se produire. Wall banner. It's supposed to be on the wall. It's not the actual banner. That's why it like turns to stone. Dude, oh my invisible and fuck. shit. Dude, I think I'm getting hacked. No. I think I'm getting hacked. I think I'm getting hacked. No. I think I'm I getting just hacked. saw it. De part et d'autre, streamers, youtubeurs ou simplement joueurs connus sur tel ou tel serveur semblent subitement pris de déconnexions intempestives. Une situation embêtante qui le deviendra bien plus lorsqu'en lieu du message habituel un petit peu bateau sur la perte de connexion ou l'erreur serveur, les joueurs vont recevoir ce message. Vous êtes connecté depuis un autre endroit. La panique s'installe doucement. Les gorges se raclent, ce message n'a absolument rien d'anodin. C'est un red flag bien connu des joueurs puisqu'il est très explicite. Quelqu'un est en train de se connecter à votre place. Vous êtes en train de vous faire hacker. Sur les serveurs et les discords, c'est la panique. Les joueurs déconnectés sont bel et bien là et même certains censés dormir ou être absents se baladent tranquillement sur le serveur. Puis, la nouvelle va tomber. Des vagues de hackers seraient en train d'attaquer des comptes de joueurs sur des dizaines et des dizaines de serveurs différents sans trop qu'on comprenne comment. Les victimes essaient tant bien que mal de changer les mots de passe de leurs adresses mail et de leur compte Minecraft, mais rien n'y fait. Les hackers réussissent à reprendre le contrôle à chaque fois. Ceux-ci, étrangement, ne semblent pas avoir piraté de boîte mail et n'ont l'air d'avoir accès qu'à Minecraft. Un peu comme s'il n'y avait pas besoin de tout ça en fait. En quelques jours, ce sont des centaines, voire des milliers de joueurs qui vont voir leur compte pris d'assaut par des hackers qui rapidement se mettront à dépouiller, détruire et troller autant de personnes que possible. Bien entendu, les plus grosses cibles sont les serveurs connus, des endroits où les victimes ont plus à perdre, puisque souvent remplis de monnaie virtuelle, d'items liés à des cash shops, voire des monnaies de jeu échangées contre de l'argent réel, et malheureusement non immunisés au vol ou à la destruction. C'est le chaos, personne n'est à l'abri, mais ça ne s'arrête pas là. En plus des vols ou des destructions d'objets, énormément de bases ou de constructions sont rasées. Sur certains serveurs, les coordonnées de certaines ayant réussi à rester secrètes des années sont volontairement partagées pour pousser des joueurs à venir les piller, pendant qu'au même moment, des serveurs et des villes entières tombent face aux assauts des hackers ayant pris le contrôle de comptes modérateurs et donc de leurs commandes.
En réponse, certains serveurs vont juste fermer, temporairement en tout cas pour tenter d'endiguer le fléau. Mais il est déjà trop tard. Le mal est fait et difficile d'évaluer l'étendue des dégâts causés, tant les cas sont nombreux. Il va falloir 5 jours à Mojang pour mettre fin à cette vague de hacking. Et la raison officielle derrière tout ça va en énerver plus d'un, puisque remet sur le devant de la scène un vieux problème déjà apparu 8 ans auparavant et qui était censé avoir été corrigé. Et vu que tout est toujours plus facile avec un dessin, on va ressortir notre plus beau montage. Enfin surtout Mage, parce que c'est pas moi qui vais faire montage pour le coup. Oh. En temps normal, pour se connecter à Minecraft, il vous faut un identifiant et un mot de passe, des informations privées qui partent tout droit vers les serveurs de Mojang qui, avec ces informations, vous reconnaissent en tant que possesseur du jeu. À partir de là, on vous attribue un petit jeton, une ligne de code contenant vos informations, c'est votre token ID. Il est à vous et à vous seul et permet de vous connecter à des serveurs tiers sans pour autant leur donner plus d'informations qu'ils ne devraient en avoir. Ça, c'est le fonctionnement normal, hein. Quand les serveurs et l'interface d'authentification vérifient bien que votre pseudo et votre token correspondent avant de vous envoyer vers les serveurs privés. Contourner tout ça de force, en règle générale, c'est plutôt compliqué. Sauf si t'as un petit coup de pouce du studio. Comme je sais pas moi, par exemple, en laissant dans les launchers du jeu une interface d'authentification vieille de plus de 10 ans, qui, en plus d'être toujours fonctionnelle, se fiche royalement du pseudo présent dans votre token ID, et valide votre identité auprès du serveur sur parole du moment qu'il voit que vous avez bien payé le jeu. C'est littéralement un piratage en 2 étapes, et je rigole même pas, c'est écrit un petit peu partout, suffit juste de changer votre pseudo par celui de votre victime sur votre token ID au moment de la connexion, et hop, vous avez accès à toute sa vie sur le serveur. On est à la limite du God Mode oublié par le studio, juste sous le nez des hackers qui, certainement pour se couvrir et pouvoir se dissimuler dans la masse, se sont empressés de partager ça, créant une vague de piratage, que ce soit manuellement ou à l'aide d'outils créés spécialement pour l'occasion, et pour le moins explicite. Si sur le papier, c'est sûr, c'est presque un peu comique de voir que Mojang est quand même sacrément responsable de l'état dans lequel se sont retrouvés pas mal de serveurs. Dans les faits, quand on se penche un petit peu plus sur ce que ça a créé comme problème, ça la fout mal, surtout pour certains qui ont perdu énormément. On en a qui ont perdu énormément d'argent, d'items précieux ou exclusifs, d'autres qui ont juste pu observer impuissants des années de jeu et de farm partir en fumée. Et quand on sait que la plupart des gros serveurs ont refusé de dédommager ou d'annuler quoi que ce soit, quitte à en dégoûter certains à vie de Minecraft, et ben c'est un petit peu crève-cœur, surtout qu'aux dernières nouvelles, personne n'a vraiment été sanctionné pour ça. Il y a eu des bans de serveurs, mais on n'a trouvé aucune trace de sanctions ou de poursuites qui auraient pu être intentées par Mojang. En tout cas, bravo! Bravo Mojang, bravo Minecraft. Si 2020 n'a pas été une super année, certains peuvent au moins se vanter d'avoir été présents lors d'un nouveau record qui lui ne sera sûrement jamais homologué, celui du plus grand nombre de comptes Minecraft piratés en l'espace d'une semaine. Bon bah voilà, c'est officiel, on a nos 4 nouveaux hacks qui rejoignent la grande famille des vidéos sur les hackers. D'ailleurs, si vous l'aviez pas vu encore jusque-là, normalement il y aura une petite fiche qui va apparaître par là. Après tout ça, je pense que dans l'ensemble, on est tous normalement d'accord pour dire que les faits divers autour des hacks dans les jeux vidéo, c'est rarement jojo. Alors, je veux bien croire qu'il en existe des fun, mais pour la partie qu'on a déjà pu voir, il devient évident qu'une très grande partie des formes de hacking et la manière dont elles s'enfoncent de plus en plus dans le jeu vidéo sont, en plus d'être problématiques pour des raisons de sécurité, de réelles agressions envers la communauté des gamers. A contrario, il est intéressant de voir comment certains géants réagissent et deviennent subitement sélectifs à partir du moment où ça les arrange, étant capables d'être soit trop laxistes avec des personnes qui détruisent une communauté, ou bien en écrasant de tout leur poids et de leurs milliards des personnes qu'ils considèrent comme de vrais bandits ayant commis un préjudice, à la limite de l'irréparable. 2 poids 2 mesures, comme on dit. C'est difficilement justifiable et c'est d'autant plus terrible quand on se rend compte qu'en réalité c'est presque devenu la norme. N'oubliez pas de nous raconter votre petite histoire de hack en commentaire, ça nous fera plaisir de le lire et surtout ça pourra peut-être nous aiguiller pour un prochain sujet. Et surtout, n'utilisez pas de brosse à cheveux pour vous brosser les dents. C'était Ico, ciao. Wouh, eh bien non, je ne suis pas Perchman.